plus de 200 ans, les égyptologues se posent une grande question. Comment les anciens Égyptiens organisaient-ils leur journée? Comment savaient-ils à quel moment remplacer les équipes de travail liées par les liens capillaires? Vous voyez, la tradition veut qu'ils s'échangent leurs cheveux. Voilà, le fouetteur devient tireur et le tireur fouetteur. Un mystérieux papyrus donne la réponse à ces grandes questions. Lorsque je l'ai traduit pour la première fois, un mot revenait à divers endroits. Holzkern. Une divinité encore inconnue? Une incantation magique? Un pharaon perdu dans les méandres de l'histoire? Non, mieux, une marque de montres et de bijoux faits de matériaux naturels, bois et pierre, avec des modèles au design unique. J'ai retrouvé un modèle de ces montres ancestrales grâce auxquelles les Égyptiens savaient qu'il était temps d'aller manger, et elle est magnifique. Solide, résistante à l'eau, agréable à porter, un savoir-faire exceptionnel. Si vous aussi vous voulez profiter de ces superbes produits, vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à aller juste visiter le site de la marque, comme ça vous pourrez avoir une idée de tout ce qu'ils proposent. Hop hop hop, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous le dire. Si vous cliquez sur le lien en description et que vous utilisez le code PHARE15, vous obtenez 15% de réduction sur chaque commande. Donc surtout, n'hésitez pas un seul instant, ça a été créé spécialement pour la chaîne et les abonnés, donc allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas, moi, de toute façon, j'adore les montres, donc j'étais ravi de ce partenariat, merci beaucoup à eux. Maintenant, place à la vidéo. Vous l'aurez remarqué avec le titre de la vidéo, ce partenariat n'est pas dû au hasard. Aujourd'hui, on va parler de l'artisanat du bois et de la pierre en Égypte ancienne. Et j'ai une bonne raison de faire une vidéo là-dessus puisque je viens de passer 1 an en Italie à bosser exactement sur ce sujet. Et oui, mon post-doctorat à Pise portait sur les artisans en Égypte ancienne. Donc quand on m'a proposé de travailler avec Holzkern, le timing était on ne peut plus optimal. Bref, prenez votre plus beau forêt, votre meilleur rabot, c'est parti. L'un des textes les plus connus évoquant l'artisanat est la Satire des métiers, une composition destinée à vanter les mérites du métier de scribe par rapport aux professions manuelles. Une vingtaine de métiers sont ainsi dénigrés par le maître scribe afin de montrer à son jeune élève à quel point sa situation est meilleure. Voici ce qui est dit à propos des artisans du bois et de la pierre. Chaque menuisier qui saisit l'herminette, il est plus fatigué que le préposé au creusement. Son champ est de bois, sa houe est de métal, il travaille même la nuit. Et ses bras travaillent 2 fois plus car il doit se réchauffer la nuit. Le tailleur de pierre perce avec un foret dans toutes sortes de pierres dures. Quand il a fini de forer, ses bras dépérissent et il est épuisé. Il est assis jusqu'à l'arrivée de Ré, ses genoux et son dos courbés. Je veux aussi te parler du maçon, ce qu'il éprouve est douloureux. Ses bras sont totalement épuisés par le transport et mêlés à toutes sortes d'excréments. Il se nourrit de pain avec ses doigts, mais ne se lave qu'une fois. Tout à fait vil est le charpentier. Il passe tout le mois à installer des planches avec des cordes jusqu'à ce que son travail soit terminé. Quant à son revenu, il le donne à son foyer, et c'est entièrement accaparé par ses enfants. Comme vous pouvez le voir, la satire des métiers n'est pas très tendre avec les travailleurs manuels. D'ailleurs, on reparlera très bientôt de ce texte et de sa raison d'être dans le milieu scribal en général. Mais au-delà de ce texte volontairement péjoratif, que savons-nous réellement des métiers du bois et de la pierre en Égypte ancienne? À quel point la satire des métiers est-elle excessive ou au contraire réaliste? Il existait différentes spécialités parmi les menuisiers et les charpentiers. Ainsi, nous connaissons notamment des artisans spécialisés dans la fabrication de sièges, littéralement appelés menuisiers de chaises, ou encore des artisans spécialisés dans le maniement de la scie, des menuisiers scieurs en quelque sorte. D'après la documentation à notre disposition, il semblerait que les menuisiers et les charpentiers, en dépit de leur grande utilité dans la vie de tous les jours, n'aient pas toujours été reconnus à leur juste valeur dans la société égyptienne. En effet, quelques stèles et inscriptions rupestres mentionnent des menuisiers, mais de manière générale, il semble que cette profession ne faisait pas partie des plus respectées, à l'inverse de la sculpture et de la joaillerie par exemple. Pourtant, dans l'iconographie, le travail du bois est l'une des activités économiques les plus représentées, avec l'agriculture notamment. Diverses activités sont alors figurées, sciage, ciselage, polissage et ainsi de suite. De même, nous possédons des représentations de fabrication de toutes sortes de mobilier, liés à pattes animales, coffres, bâtons, etc.
En revanche, il est très rare de voir représenter la construction de larges structures en bois. En bref, le travail du bois en général n'était pas très reconnu. Mais le savoir-faire de certains artisans qualifiés, par exemple ceux qui fabriquaient le mobilier funéraire, pouvait être recherché par les Égyptiens les plus riches afin d'obtenir les plus belles pièces possibles. La satire des métiers et l'iconographie nous renseignent sur les outils qu'utilisaient les artisans en Égypte ancienne. L'herminette, outil de bois avec une petite lame de métal, était l'ustensile majeur de ces professions. La scie était également, sans surprise, très utilisée, tout comme la hache, toutes deux utilisées pour les grosses découpes, quand l'herminette servait plutôt pour les activités demandant plus de précision. Enfin, le ciseau et des sortes de rabots étaient employés pour les finitions, notamment le polissage et le forage des objets en bois. On retrouve tous ces objets et ces différentes phases de fabrication dans les maquettes, comme celle de la tombe de Méquetré, où 13 travailleurs sont représentés. 8 d'entre eux usent d'une herminette pour tailler des planches, un autre scie une pièce de bois, un autre encore utilise un marteau et un ciseau pour parfaire un petit objet, et les 3 derniers soufflent dans de longs tuyaux pour alimenter un fourneau dans lequel est produit le charbon. Fait amusant, la maquette comprend une petite boîte dans laquelle se trouvent des outils supplémentaires. Herminette, hache, ciseaux, scie, lame, alésoir, etc. On retrouve ces mêmes outils dans les listes représentées à même les parois des tombes, comme pour assurer au défunt que les artisans à son service auront toujours de quoi travailler et satisfaire ses besoins. Les tailleurs de pierre semblent avoir bénéficié d'une estime un poil meilleure que celle des menuisiers. Ils faisaient par exemple partie des expéditions vers les carrières, ce qui était pour les Égyptiens une marque de respect et de prestige. Attention toutefois à ne pas confondre les tailleurs de pierre et les carriers, les premiers étant bien plus reconnus que les seconds. Pour faire bref, les carriers extraient la pierre de la montagne et les tailleurs de pierre taillent les jolis blocs bien rectangulaires qu'on peut trouver en bas des pyramides par exemple. Les tailleurs de pierre possédaient donc une qualification supérieure et un savoir-faire supplémentaire qui les plaçait un peu plus haut dans la hiérarchie égyptienne. C'est ce qu'explique notamment Sidney aux frères. Le titre de Mes'aat, tailleur de pierre, pourrait répondre à un travail beaucoup plus spécifique consistant à repérer les veines susceptibles d'être le mieux exploitées, tant pour les pierres de construction que pour les minéraux précieux. C'est un travail réclamant une technique différente et délicate, ce qui explique leur présence parmi des artisans spécialisés. Les tailleurs de pierre étaient même rapprochés, dans certains textes, des joailliers et des artisans du métal en général, qui étaient des professions bien plus reconnues dans la société. Le travail de la pierre est peu représenté dans l'iconographie égyptienne. De plus, les seules activités figurées sont le percement et le polissage de récipients en pierre, et jamais le travail dans des carrières, pourtant essentielles. Ce n'est donc pas anodin si l'outil le plus récurrent dans les scènes montrant le travail de la pierre est le ciseau, suivi par la pierre ponce. Quant au maçon, il est nommé dans les textes égyptiens Ikedu Inebu, littéralement celui qui façonne des murs. On peut difficilement faire plus explicite et plus réducteur. De manière générale, les fabricants, dont font partie les maçons, appartenaient à une catégorie intermédiaire de la société. Ils n'étaient pas particulièrement reconnus, mais n'étaient pas particulièrement dénigrés non plus, comme pouvaient l'être les pêcheurs et les blanchisseurs par exemple. Malheureusement, l'iconographie n'offre que de très rares exemples de maçonnerie. Il est donc très difficile d'en tirer la moindre information vraiment pertinente. On connaît au moins une occurrence où des maçons travaillent à la fabrication d'une petite chapelle. Étant donné les dimensions de l'objet en train d'être fabriqué, il n'est pas impossible que la satire des métiers ait raison lorsqu'elle nous dit que les maçons travaillaient en extérieur. Par contre, pour ce qui est d'être couvert d'excréments, là j'avoue, je sèche un peu. En résumé, on connaît finalement assez peu de choses sur les maçons, ce qui semble indiquer qu'ils n'étaient pas vraiment très bien reconnus. On a à nouveau affaire à un métier indispensable, mais pas pour autant respecté, loin de là. D'ailleurs, encore aujourd'hui, ce ne sont pas nécessairement les métiers les plus utiles qui sont les plus reconnus. Hélas. Bon, d'un autre côté, heureusement pour moi. Fait intéressant, dans la satire des métiers, le maçon et le charpentier sont comme associés, car les chapitres qui leur sont dédiés se suivent et comportent certains points communs. Leur implication dans la fabrication de larges structures joue sûrement dans cette association, de même que leur implication dans la construction des tombes et du mobilier funéraire en général. Avant de conclure, je vais revenir sur une question qu'on me pose très souvent. Quels outils utilisaient les travailleurs sur le chantier des pyramides? Parce que non, une bonne fois pour toutes, ils n'avaient pas que des petits burins tout rouillés et des cailloux un peu pourris. Ils avaient au contraire toute une gamme d'outillages bien précis.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, les artisans égyptiens utilisaient toutes sortes d'outils. Herminettes, scie, forêt, haches, ciseaux. Idem en agriculture, où les faucilles, les houes et l'arère participaient au travail des champs. Concernant les blocs des pyramides, leur extraction se faisait à l'aide de ciseaux de cuivre et de dolérite. Des coins en bois servaient ensuite à faire éclater les entailles afin de détacher les blocs de la masse rocheuse. Le polissage des pierres, souvent mis en avant comme un quasi-miracle, est pourtant bien connu, et réalisé à l'aide de burins en cuivre et affiné avec des morceaux de grès notamment. Je précise également que tous ces outils sont attestés archéologiquement depuis les plus hautes époques égyptiennes. Bref, rien de magique dans la construction des immenses monuments égyptiens, simplement un outillage avancé, un savoir-faire particulier, et surtout des milliers de travailleurs travaillant ensemble dans des équipes ultra performantes. Le travail du bois et de la pierre était essentiel à la vie économique de l'ancienne Égypte. Architecture, mobilier, vases, statues, énormément de choses tournaient autour de ces deux types d'artisanat. Pourtant, on ne connaît pas toujours très bien la vie même de ces travailleurs et des artisans en général. Les textes sont souvent biaisés et à charge, l'iconographie incomplète et centrée autour du monde funéraire, et l'archéologie n'a pas toujours livré des vestiges explicites sur la vie quotidienne des artisans. Bref, comme souvent, la vie du peuple est moins bien connue et moins bien attestée que celle de l'élite, et ce même lorsque l'on a affaire à des travailleurs qualifiés. Néanmoins, on en sait assez pour connaître les gestes et les outils principaux qu'utilisaient ces travailleurs. Et rien que ça, c'est quand même sympa parce que ça permet d'imaginer à quoi pouvait ressembler un atelier et un chantier en Égypte ancienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur, même si on manque parfois un peu de sources pour parler de tout ça. Merci beaucoup à Holzkern pour ce partenariat, n'oubliez pas d'aller checker leur site via le lien dans la description, et pourquoi pas vous offrir un petit bijou, une montre ou une paire de lunettes. Sur ce, à la prochaine!